Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'architecture. Et pour bien débuter sur ce sujet vaste et passionnant, nous allons partir des fondamentaux. Ici, nous allons évoquer Le Corbusier. Le Corbusier, de son vrai nom Charles-Édouard Jeanneret, était un architecte français né en 1887 à La Chaux-de-Fonds en Suisse et mort en 1965 près de son cabanon à Roquebrune, Cap-Martin, dans le sud de la France. Et oui, le plus grand architecte français du XXe siècle était suisse. Mais bon, il a obtenu sa naturalisation française en 1930, donc ça va. Au cours de sa vie, il a commencé par étudier à l'école d'art de la ville industrielle de La Chaux-de-Fonds auprès de Charles Le Platonnier, un artiste, peintre, architecte et décorateur. Ouais, le mec avait un gros bagage quand même. L'objectif du cours d'art supérieur et décoration dans lequel était Corbu était de travailler sur le dessin inspiré par la nature, dans la même trempe que le style Art Nouveau en vogue à l'époque. Cependant, l'école voulait trouver un style propre et original, qui s'éloignerait de l'Art Nouveau dit international. C'est pourquoi ils ont travaillé sur des motifs décoratifs comme par exemple le motif sapin. De vrais petits contestataires. À la base formé pour l'horlogerie, Le Corbusier s'est progressivement orienté vers l'architecture. Faut savoir qu'à l'époque, pour être architecte, il fallait passer par une école d'art. En 1907, il entame ses premiers voyages et passera par l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne et la France. Par la suite, il a travaillé entre autres avec Joseph Hoffmann, un architecte autrichien dont le style se place entre Art Nouveau et Art déco, Peter Behrens, considéré comme l'un des pionniers de l'architecture moderne en Allemagne, et le grand Auguste Perret, qui, avec son frère, est connu pour être le père du béton armé. Avec un bagage de fréquentation comme celui-là, tu m'étonnes que le mec a révolutionné son siècle. Les premières réalisations de Corbu ne ressemblent en rien à celles qu'il fera à partir des années 20, mais on retrouve quand même une rigueur géométrique qu'il développera tout au long de sa carrière. Les études de façade de la Villa Schwab en sont un bon exemple. En 1911 se passera l'événement qui sera probablement le plus important de la vie de Corbu, son voyage d'Orient. Quand je dis que c'est le plus important, comprenez bien que des livres ont été écrits sur ce voyage. Des gens ont analysé cette période de la vie de Le Corbusier, donc c'est vraiment pas anodin. Dans ce périple, Corbu est passé par Prague, Vienne, Budapest, Istanbul, Pompéi, Pise, le mont Athos, Athènes, pour revenir tranquillement en Suisse. Même pas mal. C'est durant ce voyage qu'il s'est rallié au modernisme, plus particulièrement à Istanbul, en constatant la rationalité géométrique des mosquées. Son point de vue sur le mouvement moderne a été renforcé lorsqu'il a visité l'acropole d'Athènes, avec le Parthénon, figure emblématique qui domine la ville. Lors de ses voyages, il produira une série de croquis qui figurent aujourd'hui parmi les œuvres fondatrices de la réflexion corbusienne. Outre l'architecte, Le Corbusier était aussi un peintre. Influencé par le mouvement cubiste et en particulier par Paul Cézanne et sa célèbre citation « Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, que chaque côté d'un objet, d'un plan, se dirige vers un point central. » Avec Amédée aux enfants, un peintre né en 1886, lui aussi influencé par Cézanne et passionné de mécanique, il publie l'ouvrage Après le cubisme, en 1918. Dans ce livre, les deux artistes passent en revue les codes du cubisme et se placent en avant-garde afin de définir le purisme. Ce courant met en avant l'esprit industriel, la mécanique et la science dans l'expression picturale. Les toiles de Corbu sont des natures mortes. Il y représente des objets de la vie quotidienne, évidents et banals, ce qu'il appelle des objets thèmes. Bien sûr, il utilise un tracé régulateur afin de composer l'espace de ses tableaux. La géométrie a pour but de simplifier l'œuvre et la forme. Il crée des toiles universelles. Il cherche à mettre en place des invariants, afin que le spectateur recompose l'œuvre au fil de l'exposition. Selon lui, le purisme s'adresse aux propriétés universelles des sens et de l'esprit. Ses rapports avec Aux enfants ont été si forts qu'il a conçu sa maison et atelier en 1924, et a fondé avec lui et Paul Dermé la Revue de l'Esprit Nouveau en 1919. Cette revue, qui compte 28 numéros publiés entre 1920 et 1925, a vu passer Charles Henry, Théo van Desbourg, Louis Aragon, Adolphe Loos, Jean Cocteau ou encore Auguste Lumière. Rien que ça. Plus qu'un papier, l'Esprit Nouveau était l'idée d'un art qui serait le symbole de l'ensemble des phénomènes visuels et acoustiques produits par la société occidentale. En bref, Le Corbusier était l'un des premiers architectes à vouloir produire un style international. Le tout dans les années 20. Oui, 26 ans avant la création de la Direction Générale de l'Aviation Civile en France. Fallait en avoir une sacrée paire. En 1925, Le Corbusier rassemble toute la réflexion faite sur l'habitat et produit le pavillon de l'Esprit Nouveau. Cette maquette à l'échelle 1 est en fait un prototype d'appartement de l'immeuble Villa qu'il a également dessiné. Cet immeuble standardisé était censé s'insérer dans l'espace urbain à échelle humaine, mais est resté à l'état de concept. Enfin, on en reparlera plus tard. Dans les années 20, Le Corbusier produira ses fameuses villas blanches, maisons expérimentales standardisées basées sur le système à ossature des maisons en série Dom Inno qu'il a également dessiné.
C'est dans cette période qu'il explicitera les 5 points de l'architecture moderne, à savoir le pilotis, le toit terrasse, le plan libre, la fenêtre en bandeau et la façade libre. Pour les non-initiés, le plan libre consiste à décaler les éléments de séparation de l'espace par rapport aux éléments porteurs. En pratique, la maison tient grâce à des poteaux, mais les cloisons qui divisent l'espace ne s'alignent pas avec ces poteaux. La perception est alors tout autre et l'espace devient un grand parcours continu dont on découvre les composants au fur et à mesure de la progression. Pour la façade libre, le principe est semblable, puisqu'il est impossible de repérer l'aplomb des poteaux en façade. Avant de parler des villas blanches, il est bon d'évoquer les villas précurseurs de ce travail. La maison Citroën en 1922 et la maison Carcaré en 1923, qui préfigurent déjà de la mise en place des 5 points de l'architecture moderne. Par la suite, Le Corbusier produira 4 maisons reprenant le principe des 5 points. La maison La Roche-Jeanneret en 1923, dans laquelle se trouve actuellement le siège de la fondation Le Corbusier, la maison Cook en 1926, la maison Stein de Monzy en 1927 à Garches, et la villa Beizao à Carthage en 1928. Après ces expériences, Le Corbusier produira une maison qui est considérée par beaucoup comme sa pièce maîtresse, la villa Savoie. Construite en 1929, elle est la quintessence de la réflexion corbusienne sur l'architecture moderne, l'habitat et la production standardisée. Je pourrais sans problème y consacrer un épisode entier, mais pour rester synthétique, disons que cette maison est un immense parcours où la dimension humaine de l'habitat prend tout son sens. Dans cette petite réalisation, il y a tout ce dont un homme moderne a besoin pour vivre, et ce, quelle que soit sa culture. Et bien sûr, elle a été faite à une époque où Wall Street se cassait la gueule, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale et l'exposition coloniale de 1931. Voilà, maintenant vous comprenez à quel point le mec était un putain de génie. Ce qu'il faut bien comprendre avec la Villa Savoie, c'est qu'elle représente la concrétisation des 5 points de l'architecture réunis en une heure expérimentale qui a marqué le XXe siècle et qui est devenue un symbole de l'architecture moderne. Dans cette période des années 20, Le Corbusier, n'ayant pas décroché de gros programmes, a produit des maisons qui sont en fait des échantillons de projets de logement à grande échelle. Je vais pas m'étendre sur le sujet, on en reparlera plus tard dans une vidéo sur le logement collectif en Europe. Un point que je vous ai évoqué depuis le début, sans vraiment l'expliciter clairement, c'est la place de l'homme dans le travail de Le Corbusier. À partir des années 30, la figure humaine prend place dans son travail pictural. C'est ce qu'il a appelé la période des objets à réaction poétique. Ça se matérialise sur ses toiles par la présence de corps ou de fragments de corps juxtaposés aux objets puristes vus précédemment. Lors de cet élan artistique, Le Corbusier accordera une importance particulière au corps féminin. C'est la période dite femme. Et évidemment, son modèle de prédilection était son épouse, Yvonne. Dans cette période, les couleurs étaient vives et contrastées, et elles déterminaient l'espace autant que les limites. Son travail sur le corps humain prendra de nouvelles proportions lorsqu'il sera rejoint en 1927 par Charlotte Perriand, une architecte et designer française, connue entre autres pour son bar sous le toit. Tous les deux, ils feront des recherches sur le mobilier universel et industriel. Dans leur démarche, le mobilier s'adapte aux usages et au corps en mouvement. Corbu recherche des solutions type sobre et standard, aussi bien dans ses logements que dans le mobilier qui les compose. Par ses choix, il s'oppose à l'ornementation art déco en vogue à l'époque. Ils concevront ensemble le mobilier de la plupart des réalisations de Corbu, dont la plus célèbre, la chaise longue LC4. En 1943, alors que la guerre ravage l'Europe, il crée l'Assemblée des constructeurs pour une rénovation architecturale, ou Ascoral pour les intimes. Ce comité a pour but de faire des recherches sur de nouvelles normes constructives afin de faciliter la reconstruction après la guerre. C'est alors qu'il crée le Modulor. Ouais, vous avez bien compris, toute cette vidéo sert à expliquer le titre de l'émission. Le Modulor est un concept diffusé via l'essai, le Modulor, essai sur une mesure harmonique à l'échelle humaine, applicable universellement à l'architecture et à la mécanique, publié en 1950. Plus concrètement, c'est l'homme standard comme le voit Le Corbusier. Cet homme mesure 1m83 ou 2m26 le bras levé. Mais c'est pas tout. Son nombril se trouve à 1m13 du sol, soit 1m83 divisé par 1,619, qui est le nombre d'or, d'où le nom Modulo Or. À partir de cette figure, Le Corbusier a défini une grille de mesure composée de carrés et de rectangles d'or, reprenant le processus d'accroissement naturel de la suite de Fibonacci. Pour faire simple, la suite de Fibonacci, c'est une suite numérique où chaque terme est défini par la somme des deux termes précédents. Donc, à partir de la mesure de base de 1m83, Le Corbusier a pu concevoir à la fois l'espace et le mobilier comme des multiples ou des sous-multiples du modulor. Bon, déjà la théorie on voit du cake au pruneau, et quand on sait que le mec a réussi à le faire 5 fois, là c'est plus que dingue. Pour replacer dans le contexte, après la guerre tout est détruit, et il faut construire des logements pour que les gens soient pas dans la rue. C'est en 1952, à Marseille, alors que Fernand Pouillon est en train de refaire le Vieux-Port, que Corbu se voit attribuer un joli lot de consolation qui sera l'unité d'habitation de grandeur conforme. Autrement appelée l'unité d'habitation,
ou cité radieuse par les habitants. Et ça pète la classe. Concrètement, c'est l'aboutissement des recherches sur la cellule d'habitation entreprises par Corbu depuis les ateliers de la Chaux-de-Fonds. C'est le regroupement d'une grande partie des influences et des recherches de l'architecte qui ont permis d'arriver à ce résultat. Par exemple, l'ambiance des cellules s'inspire des cabines de bateaux que Corbu aurait côtoyées lors de ses voyages. Sobre, standard, industriel, vous vous rappelez ? Mais c'est pas tout ! Le plus dingue, c'est qu'il a réussi à mettre en place son principe de ville verticale. C'est-à-dire que l'immeuble est traité comme une ville où les couloirs sont en fait des rues et où chaque cellule a sa propre boîte aux lettres sur le palier. En plus de tout ça, les logements sont traversants, c'est-à-dire qu'ils donnent à l'est comme à l'ouest. Pour finir sur l'aspect ville verticale, un marché est aménagé en plein milieu de l'immeuble, et il y a un hôtel sur le toit, ainsi qu'une piscine, ce qui peut paraître banal, mais rappelez-vous quand même qu'on est en 1953, à l'époque où il y a encore des bidonvilles à Paris. On en reparlera. Cette opération, destinée à être reproduite, sera mise en place 4 autres fois par Le Corbusier, à Rezé en 1955, à Berlin en 1957, à Briey en 1963 et à Firminy en 1965. Et bien sûr, chaque opération dispose de ses propres équipements. Par exemple, à Rezé, il y a une école sur le toit, avec un terrain de sport, des salles de classe et même une cour de récré. Et bien sûr, le tout fonctionne. Ah, et pour terminer, un dernier petit mot sur l'opération à Rezé. Au moment de leur arrivée, on a attribué aux habitants une petite parcelle de terre cultivable pour leur consommation personnelle. Le jardin était entretenu par la collectivité, et tout ça avait pour but de rapprocher les voisins entre eux. Voilà, rappelez-vous de ça la prochaine fois que TF1 dira que les jardins communautaires sont une révolution du XXIe siècle. Afin de nuancer le propos, vous imaginez pas que Le Corbusier était un architecte parfait et démiurge. Il a fait des erreurs, des mauvais projets, il était arrogant et se remettait rarement en question. Même pour le projet de la Villa Savoie dont je vous ai fait l'éloge, dites-vous bien que le bâtiment n'est pas viable en l'état, puisqu'il y a beaucoup d'infiltration d'eau et une isolation thermique qui laisse totalement à désirer. Au-delà de ça, ce que j'essaie de vous transmettre ici, c'est à quel point le sujet de l'architecture peut être fascinant si on s'intéresse à des personnages comme Corbu, qui ont passé toute leur vie à essayer de comprendre l'homme aussi bien dans sa morphologie que dans ses raisonnements. Ce qui frappe dans son travail, et il le dit lui-même, c'est sa volonté de remettre l'homme sur ses pieds sur le sol, ses poumons dans l'air, son esprit sur un travail collectif édifiant et l'animer des joies d'une agitation individuelle féconde. Autrement dit, tout ce qui l'intéresse, c'est les comportements de l'homme dans l'espace. Et ce, depuis le début de sa carrière quand on y regarde bien. Sa formation dans une école qui l'a poussé à remettre en question la mode internationale l'a amené vers la recherche de solutions types mais adaptées à l'homme. C'est pourquoi il s'est penché vers la production en série, aussi bien pour l'espace que pour l'objet. Et c'est ça qui va l'obséder toute sa vie. Il faut bien comprendre qu'après l'ère industrielle et les deux guerres qui ont amené pas mal de progrès technologiques dans le bâtiment, comme par exemple la soudure à l'arc, qui a connu son essor industriel dans les années 20, le seul point de variation était alors l'homme. À cause de ses dimensions variantes et des sociétés de plus en plus cosmopolites, l'homme restait la chose la plus impossible à standardiser. C'est pour ça que Le Corbusier l'a fait avec son modulor. Grâce à cet outil, il a pu concevoir des logements qui s'adapteraient à tout le monde, quelle que soit sa taille ou sa culture. Plus qu'une grille de mesure, c'est un symbole qu'il aimait peindre et graver dans ses bâtiments. Un autre point fascinant chez lui, c'est sa persévérance. Je vous avais parlé de l'immeuble villa au début de la vidéo qui était resté à l'état d'esquisse. Eh bien, on peut considérer que les unités d'habitation sont une concrétisation de ce concept architectural. Et ce, 30 ans après, putain. Le mec tient. Si on va plus loin, on peut dire que le modulor est une figure qui a traversé les principes constructifs, afin de produire une norme à la fois technique et métaphorique. C'est pour ça que je tenais à débuter cette série par ce sujet, afin de vous faire part de ce qui pour beaucoup est un des symboles les plus forts du premier art. Il y aura d'autres épisodes sur Le Corbusier, parce que dites-vous bien que pour l'instant, on a à peine gratté la surface. Mes amis, bienvenue dans le monde vaste et passionnant de l'architecture, bienvenue dans Modulor.